Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio en ce jeudi 5 mars 2026. Le face-à-face aujourd'hui est avec Alexandre Del Valle. Alors, Alexandre Del Valle ou Del Valle, en espagnol on dit Del Valle. Voilà, j'ai des amis qui s'appellent Del Valle, c'est pour ça que je dis ça. Alexandre Del Valle est un géopolitologue, c'est un observateur patenté de la situation internationale, un expert. Il parle scientifiquement, il n'est pas dans des considérations idéologiques ou politiques, même si on va parler de thèmes politiques. Et son dernier ouvrage, c'est Le Nouvel Ordre Post-Occidental aux éditions de l'Artilleur. Alexandre Del Valle, merci d'être là. Bienvenue sur Sud Radio. Vous tombez en pleine actualité parce que le président de la République a replacé la position de la France au cœur du débat international. Et nous voulons décrypter avec vous ce qu'il en est, où en est la France. Est-ce qu'un président de la République française peut changer les choses? Est-ce que cette crise finalement peut nous permettre de réexister, ou est-ce qu'elle nous enfonce un petit peu plus dans le ridicule? Bien entendu, auditeurs et auditrices de Sud Radio, cette information vous concerne, elle vous touche. On nous annonce tous les jours qu'il va y avoir des incidences sociales, économiques sur notre vie quotidienne. Est-ce que vous croyez en la France qui était celle du général de Gaulle? Est-ce qu'on peut retrouver cette place de prestige, cette place, être crainte, comme on dit, et respectée, ou au contraire vous estimez qu'on est allé trop loin dans la déchéance? Vous donnez-nous votre avis au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel, 0826 300 300. Alexandre Del Valle et moi-même, on sera ravis de discuter avec vous, soit que vous ayez une question à poser, soit que vous ayez un avis à donner, parce que votre avis compte. Ici, c'est le Parlons Vrai, c'est le thème de cette radio, de Sud Radio. Le Parlons Vrai, et votre Parler Vrai fait partie de l'identité de notre antenne. Alexandre Del Valle, bonjour. Bonjour. Je prends tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, le titre de votre ouvrage, Le Nouvel Ordre Post-Occidental. Alors, Nouvel Ordre, d'accord, pourquoi post-occidental? Alors, cette question est centrale parce que si on appelle l'Occident une civilisation enracinée dans une géographie, une histoire, des origines religieuses, une ethnie, une langue, ou des langues, bien entendu, ça n'a rien à voir. Mais ce que j'appelle post-occidental, c'est post-globaliste. Depuis, en gros, Bretton Woods, mais surtout depuis les années 70, 80 et 90 et Maastricht, il y a eu une dérive globaliste à la fois de l'Union européenne, qui est passée de européenne à globale, antichambre du mondialisme, et de l'autre côté de l'Atlantique, on a eu une Amérique qui est devenue, elle aussi, globaliste, en confondant la globalisation marchande avec un projet de gouvernance globale. Donc c'est cette posture globaliste. L'Occident n'est plus devenu une civilisation, mais il s'est présenté comme l'univers. En gros, soumettez-vous à nous, parce que nous ne sommes rien, et si nous ne sommes rien, vous pouvez devenir nous, parce que nous ne sommes pas une identité, donc soumettez-vous à nos normes que nous avons instituées pour le bien de l'humanité. Quand se produit cette évolution, à quel moment de l'histoire, pourquoi et par qui? Parce que on a la base d'une Union européenne avec la CE, la Communauté économique européenne, le marché commun, le traité de Rome, ensuite d'autres traités qui vont arriver. Et effectivement, on sent qu'il y a un basculement. On prend le risque de s'ouvrir à la mondialisation. Je crois que c'est l'acte unique européen qui est intérêt. On va sur le gaz. Et ce sont souvent des gens de gauche. C'est Jacques Delors qui dit qu'il faut vraiment prendre un risque énorme. Ce basculement se fait. Pour quelle raison? On considère qu'il faut s'ouvrir, au lieu de se protéger, on dit non, on va s'exposer, on va prendre le risque. Alors c'est ce que j'appelle une folie analytique, où on est buggé par ses propres représentations, qui a fait que comme la globalisation a été initiée par des Occidentaux et surtout les Américains, le début d'Internet, ensuite les applications, les technologies, le Wi-Fi, les distances sont raccourcies grâce aux technologies de la globalisation. Toute américaine, je vous signale. Qui était toute américaine au départ. Même si certains concepts sont peut-être européens au départ, l'application est américaine. Absolument, totalement américain. Et de toute façon, nous n'étions que des vassaux et nous le sommes encore des États-Unis. On voit bien. Donc du coup, cette globalisation qui est tout à fait respectable, pour moi, elle est neutre. C'est ni bien ni mal. Ça permet de communiquer, donc c'est même plutôt bien. Mais la folie analytique des Européens a consisté à dire, puisqu'on peut communiquer... moi, je connais quelqu'un qui me disait, ma fille communique avec quelqu'un au Pakistan et un autre élève à Singapour. Vous vous souvenez du nom? L'autoroute de l'information. Voilà. C'était le premier terme qu'on utilisait pour Internet. Et cette personne qui vient d'un milieu assez évolué, plutôt la classe qui peut voyager en première, elle me disait, mais il n'y a plus de frontières, puisque ma fille communique avec des gens au Bangladesh et des copines qu'elle a rencontrées à Singapour. Donc on a cru que la globalisation marchande et la communication et le raccourcissement, les autoroutes de l'information, signifiaient un globalisme politique, ce qui n'a rien à voir. Un exemple, la Chine, elle est très globalisante.
est globalisée et globalisante au niveau de la technologie. Elle produit tout pour tout le monde. La Chine est à fond dans la globalisation, mais elle est totalement anti-globaliste. Donc, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que confondre la globalisation qui est neutre, ce sont des technologies, avec un projet de gouvernance mondiale qui, lui, est totalement utopique, dangereux et en fait impérialiste, ça a été une folie qui a fait que l'Occident, dans cette folie, dans cette hubris impérialiste, il s'est dit, je vais faire croire que je suis le monde, we are the world, et le monde va se soumettre à nous en croyant qu'il va se soumettre à une belle idée, alors qu'en fait, il se soumet à la globalisation telle que l'Occident le conçoit. Mais cela est terminé parce qu'entre-temps, les anciens ploucs qui ont travaillé pour nos sociétés, chez qui on a délocalisé, c'est quand même les civilisations qui ont inventé le zéro, l'Inde, ou la boussole, ou la poudre. C'était pas du tout des gens qu'on aurait dû sous-estimer. Et en plus, ils avaient une revanche à prendre. Les briques d'aujourd'hui. Et les briques d'aujourd'hui. Est-ce qu'on pouvait avoir au départ, une vision, une lecture, une approche humaniste de la globalisation? Quelque part, c'est un message universel, universaliste, tous frères autour de la planète, et tant mieux si la technologie nous permet de nous parler les uns aux autres. C'est pour faire la paix, c'est pas pour faire la guerre. Absolument. Et finalement, ça se transforme en une affreuse mécanique mercantile qui ne fait que faire du fric, qui abîme l'environnement, qui n'apporte aucun progrès social, si ce n'est matériel, et qui quelquefois peut engendrer des conflits. Je veux dire, on est à l'antipode de ce qu'on pensait obtenir avec cette globalisation heureuse. Alors, je dirais plutôt que la globalisation, elle reste à mon avis assez neutre, et elle peut être une bonne chose, au nom du principe de subsidiarité. S'il y a des distances courtes, si on peut avoir des circuits courts pour se nourrir, c'est quand même mieux, et vous êtes un expert là-dessus. Par contre, on a confondu globalisation et universalisme, ou l'universel. Moi, je suis universel. Je suis chrétien, je suis universel. L'universalisme, il est dans le domaine de l'humain, du spirituel, de l'âme ou des valeurs. C'est très bien d'être universel. Donc les GAFAM, c'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça. En fait, ceux qui se prétendent universalistes parce qu'ils sont mondialisés et qui ont un projet globaliste, ils ne sont pas dans l'universel spirituel humaniste. Ils sont dans un projet de domination qui est une véritable utopie dangereuse, qui est celle de tous les totalitarismes. D'ailleurs, les totalitarismes ont voulu transcender les frontières et créer un empire global. C'est un projet extrêmement dangereux. Pas la globalisation, mais le globalisme. D'ailleurs, les ismes, souvent en sciences politiques, on s'en méfie des ismes. Vous avez utilisé le terme empire, il y a bien une démarche impériale. Tout à fait. C'est pas l'empire contre-attaque, mais si, quelquefois, le cinéma a mis en valeur cette forme de monopolisation, une seule entité, une seule puissance pour contrôler le marché, finalement. C'est un véritable impérialisme, et l'une des dérives, ça a été les lois extraterritoriales que les États-Unis ont votées sous les démocrates. Oui, l'enfer est pavé de belles intentions. Les démocrates ne sont pas les gentils anges auxquels on pense, et puis ils ont pu être aussi épouvantables. Extraterritorialisation, c'est-à-dire que la juridiction américaine peut s'appliquer à une transaction qui n'est pas faite en Amérique, pour peu que ce soit ou un outil américain ou du dollar. Absolument, ce qu'ils appellent la notion de US person. Et du coup, puisque le dollar a été associé à une possibilité de sanction, une monnaie repose sur la confiance. Quand une monnaie ne repose plus sur la confiance, mais il peut y avoir des saisies et des lois extraterritoriales qui punissent tout le monde n'importe où, eh bien, conclusion, les pays qui en ont les moyens, qui sont dans la globalisation mais alternative, se sont dit, nous allons créer les BRICS, et les BRICS Pay, et les BRICS Bridge, et la carte Mir, et le CIPS chinois. Ce sont tous des systèmes au Union Pay. Les Indiens, les Chinois et les Russes ont mis en place un écosystème financier qui permet d'échapper aux sanctions extraterritoriales. Donc, l'hubris impérialiste de l'Amérique, avec ses sanctions à portée mondiale totalement illégales pour le droit international, a provoqué une réaction. C'est ou plutôt la globalisation alternative, une autre globalisation technologique, mais des pays qui veulent échapper à la domination occidentale. Et si on comprend bien ce que vous expliquez par rapport à l'hubris américain, c'est l'application de Big Brother, mais dans une forme de réalité quelque part. Oui. Et oui, alors maintenant il y a deux Big Brother. Il y a le Big Brother des applications et de la NSA américaine. Oui. Pour nos auditeurs, la NSA en collaboration avec les GAFAM et toutes les entreprises de téléphone. Conversation là, alors qu'on parle. Là, on est écouté sur votre téléphone portable. Vous êtes écouté dans toutes les applications. Et si je dis Trump, c'est immédiatement sélectionné. C'est ça. Et même si vous avez WhatsApp, on croit qu'on est protégé avec WhatsApp. Un expert de l'informatique me disait récemment, il suffit d'avoir un iPhone de plus de 3 mois qui a une interface comme Google pour être une fenêtre qui permet de tout écouter en dehors du système de cryptage. Donc en fait, la NSA, la National Security Agency, qui est l'une des 17 agences de renseignement américaines, espionne l'humanité sur toutes les communications qui existent, et aussi espionne les câbles sous les océans, et pas uniquement les téléphones. Donc tout cela, c'est un Big Brother américain, et en face, il y a une zone qui s'est dit, moi j'ai pas envie d'être sous écoute de la NSA, donc je vais fabriquer mes propres applications et mes propres systèmes digitaux et cyber, c'est la Chine. Il y a deux espaces de
de cyber-souveraineté, c'est la Chine et les États-Unis. D'où la fameuse guerre entre Huawei, les GAFAM et les Batik. Vous savez, les Batik, c'est les GAFAM chinois. Il y a une guerre cybernétique entre ces deux empires qui savent qu'il y a aussi maintenant le contrôle du digital. Bon, puisqu'on en écoute, hello Donald, nice to meet you. Comme ça, s'ils nous écoutent, au moins nous sommes des gens bien élevés. Je suis avec Alexandre Delvalle. Nous débattons déjà, et ça va très très vite dans votre définition de ce qu'est la globalisation. On est en plein dans le sujet. Est-ce que la France, on va venir d'ailleurs au sujet, Alexandre Delvalle, le rôle de la France dans l'Europe et de l'Europe dans le monde. Appelez-nous au 0826 300 300. Vous voyez bien que ce sujet vous concerne et vous passionne, auditeurs de Sud Radio. Si vous considérez qu'il y a un espoir, que la France réexiste, que l'Europe joue son rôle tel que le concevait le général de Gaulle, on se souvient de l'Atlantique à l'Oural, tout ça, ce sont devenus des mythes. Si vous pensez qu'il y a une solution politique, si vous pensez qu'au contraire, il faut qu'on se renferme et qu'on se protège, appelez-nous, donnez notre avis. Alexandre Delvalle sera ravi d'y répondre. Donc au 0826 300 300, 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. À tout de suite. Écolégas. Je reçois Alexandre Delvalle dans un échange percutant et pertinent, et on attend vos appels au 0826 300 300 parce qu'on parle globalisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce besoin de l'Europe, de la France de s'ouvrir au monde en prenant un risque énorme, en disant mais on va faire un grand marché, tout le monde, ça allait dire, on pense à la formule du dégoulinement. Il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs, ça va dégouliner. La facture de la fracture est tragique. Et aujourd'hui, Alexandre Delvalle, est-ce qu'on peut récupérer, est-ce qu'on peut reconstruire cette erreur qui part dans les années 80, l'acte unique européen, c'est 1986 avec Jacques Delors, c'était la gauche social-démocrate qui disait ouvrons-nous à tous les peuples. On a finalement des prédateurs tout autour de nous. Les Chinois, les Russes le sont devenus parce qu'on s'est fâché avec eux. L'Amérique aujourd'hui, qui était le grand frère, l'allié, le parrain, le protecteur, est devenu quelque part la tenancière du bordel, et même M. Trump se comporte comme tel. Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui, institutionnellement et économiquement, en fonction de votre livre, hein, le mouvement post-occidental, est-ce qu'on peut reconstruire, déjà au niveau européen, sans parler de souveraineté totale, une protection européenne face au monstre américain? Alors là, c'est un débat très compliqué parce que est-ce qu'on accepte une souveraineté européenne? C'est le projet de Macron. Il l'a dit dans sa bouche. C'est un mot interdit, la souveraineté, en 2017, quand ils sont arrivés au pouvoir. C'est interdit quand c'est national. Mais quand c'est pour le global ou l'européisme, c'est tout à fait autorisé. Et ça, subtile nuance. Subtile nuance, absolument. Non, parce que ce qui gêne les globalistes, et aujourd'hui les européistes sont des globalistes, c'est l'identité nationale, stato-nationale. Donc la souveraineté européenne, c'est parfait parce que c'est ce qui va permettre de détruire définitivement ce qu'il reste d'embryon de souveraineté nationale. Alors, pourquoi pas? Mon maître, le général Gallois, qui était un souverainiste, bien sûr. Vous savez, le général Gallois, la force de frappe nucléaire française. Je le connais très bien. Il avait dit une chose très importante au XXIe siècle. Compte tenu de l'évolution de cette globalisation dramatique, il faudra avoir un lopin de terre ou un morceau de pierre, un tas de pierre. Ah oui, il avait des formules. Pierre ou lopin de terre. Il avait des Autrement formules. Parce que tout va être... Et alors, surtout, il avait une méfiance envers les Allemands, en disant ils n'ont jamais été nos alliés, ce sont de vrais nationalismes, ils roulent pour leur gueule, passez-moi l'expression, et ils feront toujours passer les intérêts avant les nôtres et avant ceux de la France. On l'a un peu ridiculisé pour son obsession germanique, mais ce qui se passe aujourd'hui avec l'Allemagne, qui veut devenir le patron il avait tout de l'Europe, annoncé. Et il disait qu'elle redeviendrait une armée hégémonique, et c'est le plan de l'Allemagne avec cet énorme investissement. Donc le général Gallois disait, soit on a une souveraineté nationale, et on peut exister même en tant que petite puissance moyenne, si on est fort et si on est souverain, soit on va vers une souveraineté européenne. Mais il disait, le pire, c'est l'espace entre les deux. Si nous ne sommes pas capables de devenir une supranationalité souveraine européenne, un État européen, mais si nous ne sommes plus capables d'être un vrai État souverain au sens stato-national, nous ne sommes ni souverains au niveau global, européen, ni souverain au niveau français. Nous sommes dans un espace de non-souveraineté. Nous sommes un OJNI, un objet géopolitique non identifié. Et là, c'est ça qui attire les prédateurs. Vous parlez des empires. Le prédateur, il n'attaque jamais les plus forts du troupeau. Il attaque la personne qui est un peu en dehors du troupeau et qui boite. Et là, nous sommes un petit peu comme l'animal qui boite dans le troupeau. C'est les prédateurs chinois économiques, le prédateur américain politique, le prédateur turc, le loup qui arrive dans la bergerie. En fait, il guette. Voilà, et les islamistes aussi. Et nous, on est la bergerie.
bergerie, si je Le comprends loup bien. dans la bergerie, c'est trois grands empires, soit voisins, soit un peu lointains, mais ces empires, et les Russes aussi, qui veulent manger une partie de l'Europe, ces quatre empires, finalement, nous voient comme un ogni faible, un espace de ce que j'appelle dans mon livre la désouverainisation, un espace désouverainisé, car nous n'avons ni une souveraineté nationale réelle, ni une souveraineté supranationale. Ceci est très dangereux, il faut régler le problème. Donc Macron propose une souveraineté européenne, il est franc, finalement il avoue son projet de désouverainisation des États. D'autres disent qu'il faut revenir à la souveraineté des États. Moi je penche pour la deuxième solution. Je pense que l'Europe de Fouché qu'avait prévu M. De Gaulle, vous savez, il avait fait un plan Fouché qu'il a présenté aux Allemands, aux Italiens, qui étaient d'accord, mais ça a été empêché par le Benelux. C'était un plan où il n'y avait pas de commission européenne, il y avait quelque chose de beaucoup plus souple, il n'y avait pas de Parlement européen, il y avait des députés de chaque pays qui de temps en temps allaient voter à Bruxelles. C'était beaucoup plus économique, beaucoup plus souple, il y avait la subsidiarité et il y avait une autonomie de défense. Cette Europe beaucoup plus souple, beaucoup moins coûteuse, gérée par la subsidiarité, se serait occupée uniquement de ce que la nation ne pouvait pas faire. C'était le projet initial de l'Europe. Mais De Gaulle, malheureusement, a échoué. Et ensuite, les européistes, comme Monnet, qui disaient on va les manipuler, on va y aller par étapes, la cuisson en petit feu, ils vont pas le sentir, on va commencer par le charbon, l'acier, par des petites solidarités, et sans même qu'ils se rendent compte, on va arriver à la fédération, mais on l'aura pas dit. Ça, c'est le projet de Monnet, malheureusement, qui a triomphé. Votre rapidité d'esprit a anticipé ma question suivante, pardon. mais c'est formidable. Vous m'avez fait une transition, j'allais dire, sur mesure. Oui, j'allais vous dire, est-ce qu'il faut opposer l'Europe de Monnet, donc atlantiste, on va utiliser les mots qui sied à celle de Robert Schuman. Vous faites allusion le plan Fouché, qui se traduit par le traité de l'Élysée en 63, entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, qui envisage d'une certaine façon une souveraineté de l'Europe face à l'ami américain. Il ne s'agit pas de rejeter, mais ils comprennent qu'il faut une souveraineté européenne. Et le successeur de Konrad Adenauer, Irving Erhard, n'est pas du tout donc responsable de la CDA. Il n'y a pas de démocratie au-dessus des traités. Phrase que va réutiliser 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, Jean-Claude Juncker, en tant que président de la Commission européenne. Est-ce que les atlantistes, alors je pense à José Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker, aujourd'hui Ursula von der Leyen, qui sont les présidents de la Commission, est-ce que finalement ce ne sont pas, bon gré mal gré ou de bonne foi, des taupes de l'atlantisme américain au sein de l'Union européenne? Ils ne roulent pas pour nous, ils roulent pour les intérêts globalisés de l'Amérique. Je pense que dans votre question, il y a une réponse à laquelle j'acquiesce d'emblée. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que ça a été prouvé. On a des archives qui ont été retrouvées. Alors, il y a eu le livre de Monsieur Philippe de Villiers, qui a été beaucoup caricaturé, mais il a effectivement... on peut pas être d'accord avec tout et on peut effectivement avoir des divergences avec lui. Absolument. Mais sur cette question-là, il a mis dans le mille. Ah oui, il a retrouvé des archives qui confirment ce que De Gaulle disait tout le temps. Jean Monnet a travaillé pour des banques anglaises, surtout des banques américaines. Il a été un peu avec le MI6 et il a beaucoup travaillé pour la CIA. Donc l'homme qui a construit l'Europe, il a travaillé pour la finance et pour les services secrets anglo-saxons. C'est un homme qui n'a rien à voir avec la construction d'une Europe européenne, comme disait de Gaulle. Malheureusement, c'est pas l'Europe de Schuman, de De Gasperi, de Don Sturzo, qui était un prêtre, Don Sturzo. C'était aussi les pères de l'Europe. On oublie que parmi les pères de l'Europe, ils ont il y été avait effacés complètement. Que des chrétiens pratiquants catholiques parmi les pères de l'Europe. Et ensuite, à partir des années 90, vous savez que Jean Monnet, c'est terrifiant. Il se vantait de ne lire aucun livre. Moi, je me méfie de ceux qui ont un seul livre ou aucun livre. Il disait, moi, je n'apprends pas avec les livres. C'est un homme qui était l'homme de la finance. Il était l'homme des structures et des étapes pour faire accepter le consentement par manipulation. On en parle souvent dans cette émission. Et c'était un homme de l'atlantisme. Grand ennemi de Gaulle, qui a convaincu Roosevelt que le général de Gaulle était un factieux, quasiment un fasciste, un monarchiste, un antidémocrate, qui a pourri les relations entre la France libre et les États-Unis. Finalement, elle a été rétablie. Et on aboutit aujourd'hui, on va parler d'un autre grand homme d'État français qui est Philippe Séguin. Nous avons aujourd'hui la certitude, quand on relit, je faisais aujourd'hui réécouter à mes enfants les discours de mai 92, avant le traité de Maastricht, il a raison sur toute la ligne. Absolument. Et surtout, ce qu'il faut rappeler à nos auditeurs, c'est que toutes les grandes réalisations européennes, dont se targue l'Union européenne de manière extrêmement manipulatoire, sont le résultat de collaborations interétatiques qui n'ont rien à voir avec la Commission ou les institutions européennes. Un exemple, la défense, on est en train de réhabiliter la défense européenne. Oui. Et quel est le pilier après l'Allemagne? L'Angleterre. Ça montre bien que quand on fait un truc sérieux qui est lié à la défense, à l'armement, à l'industrie de l'armement, ce n'est jamais
par le fédéralisme européen. Ce sont des États souverains qui, en général, ils sont 3, 4 ou 5 maximum quand on rajoute un peu les Espagnols. Ils sont 4 ou 5 maximum, avec les Polonais, ça va être 6. Donc, en fait, tout ce qui a été fait de grand, de géopolitique pour une puissance européenne ou qui a voulu être fait, c'était entre des États souverains. Ça prouve que si on revient à la souveraineté des États, à une Europe originelle, avec la subsidiarité, ça n'empêchera pas les grandes réalisations européennes, car toutes les réalisations européennes, défense, aérospatiale, satellite, c'était des programmes entre quelques pays européens et non pas des programmes de la Commission. On est bien sur Sud Radio, vous êtes avec le face-à-face de la France dans tous ses États, il est 13h27, je reçois Alexandre Delvalle, on va maintenant parler justement, est-ce que cette résurrection, elle doit se faire avec la France seule ou avec la France dans une Europe forte? Vous nous appelez au 0826 300 300, Emmanuel Galasso attend vos appels et vous êtes évidemment touché, concerné, interpellé par cette actualité qui va dans tous les sens. Est-ce qu'on a les moyens de s'en sortir et de réexister tel que nous le méritons, est-ce qu'on peut retrouver cette France tout simplement que le général de Gaulle nous avait laissée? Et en appelant au 0826 300 300, Alexandre Delvalle répondra à vos interrogations ou tout simplement vous pourrez échanger avec lui si vous avez des considérations ou des inquiétudes. À tout de suite sur Sud Radio. Évidemment les États-Unis, la Chine et puis d'autres qui essaient de voir si la France, parce qu'en finalement on est des braves types, on se laisse plumer, on partage, on est universaliste, on a toujours l'esprit de la révolution et on manque un petit peu de patriotisme dans cette solution politique. Et surtout, on ne sait plus définir ni les limites, ni l'ennemi. Nous ne savons pas définir les limites de l'Europe. Vous voulez dire plus de repères? Il n'y a plus de repères parce que si on met des limites, vous savez, les limites c'est les frontières, tout de suite on vous traite de nationaliste, les frontières c'est pas beau, un politique un jour me disait c'est un instrument de torture, une frontière c'est comme un passeport. Donc l'Europe a le tabou des limites, du coup, elle croit qu'elle est sympathique puisqu'elle n'a pas de limites, elle croit que ça va être bien vu par le reste du monde, mais c'est le contraire. Si vous n'avez pas de limites, ça veut dire que vous êtes un empire. Quelqu'un qui ne met pas de limite à son espace de souveraineté, qui s'élargit en permanence. C'est l'une des origines de la crise en Ukraine. Rappelez-vous, c'est l'imbécile, je m'excuse de le dire, mais il n'y a pas d'autre mot, Barroso est considéré au Portugal comme vraiment un des plus nuls de la classe politique. Il l'avait viré en plus. Et Barroso avait dit aux Russes, avait dit aux Ukrainiens, soit vous signez le traité d'association avec l'Union européenne, soit celui avec les Russes, mais c'est absolument incompatible. Alors que l'Ukraine faisait 80% de son commerce avec la Russie. Donc Yanukovych avait dit, mais vous me demandez un truc impossible. Mon peuple aspire à l'Europe, parce que c'est l'Eldorado, ça les fait rêver. Élément mais très vous me demandez important, de me vous soulevez Alexandre Delvalle. Il y avait une solution pour l'Ukraine. Il y avait une solution. Elle ne se fâchait pas avec la Russie, qui était tout à fait d'accord à l'époque pour qu'elle commence à établir des liens avec l'Union européenne. C'est pour ça que Barroso est un criminel de guerre. Trotskiste. Ex-trotskiste devenu atlantiste, comme les néocons américains, gauchistes devenus atlantistes. C'est ce qu'il y a de pire. Mais c'est grave ce qu'il a fait parce que Yanukovych voulait suspendre pour trouver un arrangement, parce que Poutine n'est pas un ange, il voulait trouver un arrangement avec Poutine pour faire avaler la pilule. En gros, t'inquiète pas, j'irai avec l'Europe, mais je resterai avec toi. Il lui fallait du temps. En plus, il y a les normes, vous savez, quand vous entrez dans un espace douanier, il y a des normes ISO, je sais pas quoi, il y a plein de normes qui sont très différentes des normes avec les Russes et les Kazakhs. Donc, il demandait du temps. Et la désinformation de Barroso et des Américains et des Anglais et de l'Union européenne, ça a été de faire croire qu'il avait refusé définitivement un destin européen pour son pays, ce qui est officiellement faux. C'est facile à démontrer, on a plein de textes, de discours de Yanukovych, il demandait une suspension. On a fait croire au peuple ukrainien qui est pauvre, qui est diplômé, mais qui a 200 € par mois. On les comprend, on leur a dit, on va vous priver de l'Eldorado européen. Et c'est comme ça qu'on a retourné l'opinion publique, qui était 50-50 sur l'OTAN ou l'Europe. On l'a fait passer à 80% atlantiste. L'intox a bien marché. Nous sommes mais avec tout ça, ça a fait du sang. Ça qui est grave. Nous sommes avec Luc, qui nous appelle du Perret-sur-Marne. Luc, est-ce que vous croyez que la France va pouvoir retrouver sa place, j'allais dire, dans le désordre international? Bonjour Perico. Bonjour Luc. Bonjour à votre invité. Bonjour. Écoutez, tel que c'est parti, sincèrement, je ne le crois pas. Alors déjà, il faut que je vous dise une chose, c'est que je suis profondément anti-européen dans la forme qu'elle occupe actuellement. Vous l'avez toujours été ou pas forcément? Je l'ai toujours été. Hein, et d'ailleurs. Donc eurosceptique, vous n'y avez jamais cru? Jamais. Comme beaucoup de Français, que je sache, hein, parce que si M. Sarkozy nous avait pas eu comme au coin d'un mois, eh bien, il y aurait beaucoup de choses qu'on aurait pu négocier, comme d'autres pays d'ailleurs, hein, qui l'ont négocié, qui n'ont pas été. Mais vous voyez, il y a des choses, un petit peu de légèreté, mais nous sommes sauvés par l'Europe. L'Europe, vous le savez, qui est un grand voyageur, l'Europe va interdire en 2030 les petits contenants pour les shampoings et les gels douces. Oui. Et vraiment, nous sommes sauvés. Heureusement qu'elle est là. Bon, c'est pitoyable. Et l'harmonisation des chasses d'eau.
Tout ce que je déteste est là. Tout ce que je déteste est là. Et donc, non, je ne crois pas. Je ne crois surtout pas avec M. Macron, comment dirais-je, à la tête de l'État aujourd'hui. Il est complètement démonétisé à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis, Dezio, pour revenir un petit peu, ce dont vous parliez tout à l'heure sur le conflit Iran, Israël, États-Unis, moi je crois que la seule façon de sauver le peuple iranien, parce qu'il est là le but ultime, et Israël bien sûr, bien évidemment, c'est de faire une opération au sol. Alors j'ai pu comprendre que les États-Unis et Israël étaient en train de coaliser les Peshmerga, les Kurdes. Oui, on va les envoyer en... Voilà. Ils sont en train d'être armés assez massivement à partir de l'Irak. Et ces braves gens qui sont corvéables à merci, malgré toutes les avanies qu'on leur a fait subir. Et ça serait à mon avis la seule solution. Ils arriveraient à coaliser et surtout à armer une partie du peuple iranien qui n'a même pas un tire-boulet. Donc on procède par délégation. On envoie les autres se faire... on envoie les cocus de l'histoire parce qu'ils ont été cocufiés plusieurs fois par les Américains en Irak et en Syrie. Alors Alexandre Delvalle, comme Luc le dit, est-ce qu'on peut ou on doit se passer de l'Europe pour réexister sur le plan international? Est-ce que la France a aujourd'hui les moyens institutionnels, militaires et économiques, si elle le veut, et si elle se donne ces moyens pour repeser ce qu'elle a pu peser dans les années 60-70? La France elle a encore le contrôle de la plupart des filières qui lui permettent d'avoir un armement d'excellence. Il faut savoir que les avions français Rafale sont considérés comme plus fiables que les meilleurs avions de combat américains. On a de la qualité. On sait encore faire les meilleurs avions du monde. C'est pas pour faire du cocorico. On a une puissance nucléaire qui peut être maintenue. On a tout pour exister. Alors, il est certain qu'il y a un effet de masse quand même, un effet de masse critique. On peut très bien faire de la coopération interétatique avec nos alliés s'ils le sont. Et moi, je diverge avec certains européens et français sur le fait que les Anglais soient toujours nos alliés. Nous n'avons pas les mêmes intérêts que les Anglais. Les Anglais sont en partie, avec Barroso et la CIA, à l'origine de cette guerre civile, suicidaire que nous sommes en train de mener sur le continent européen entre Russes et autres Européens. Donc je pense que nous devons faire une défense peut-être à plusieurs, pas partager le nucléaire, mais collaborer, à condition que l'on définisse qui est l'ennemi. On va collaborer pour la défense, mais contre quel ennemi? Si on n'est pas d'accord sur l'ennemi, regardez l'Europe, quand il y a eu la guerre du Kosovo, quand il y a eu la Bosnie, quand il y a eu l'Irak, on avait des Européens qui étaient avec un État et d'autres avec l'État adverse. Par exemple, les Grecs étaient avec les Serbes et le reste de l'Europe, une partie était avec les ennemis des Serbes. Donc il faudrait déjà, pour faire une défense, il faut savoir où on va, quelle est la stratégie, quel est l'ennemi principal. Quand on sera d'accord là-dessus, on pourra coopérer sans renier nos intérêts nationaux. Mais si on compare avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes intérêts nationaux que nous, qui travaille avec la NSA qui nous espionne en permanence, c'est-à-dire les Anglais par exemple, on ne peut pas faire une défense cohérente. Ça coince en l'entournure. Nous avons Alain qui nous appelle de Sainte-Maxime. Alain, est-ce que vous croyez encore au sursaut de la France ou de l'Europe sur la scène internationale ? Bonjour Monsieur Légas, bonjour Monsieur Delvalle. Bonjour. Non, malheureusement, j'ai du mal à croire à un sursaut. On est dans une situation qui, avec l'élection 2027, qui devient très 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 critique. J'étais pas profondément anti-européen, mais je crois que je le suis devenu. Quand on parle des alliés, vous venez de parler des Anglais qui sont plus nos alliés. Il me semble que les Allemands non plus ne sont plus les alliés. L'ont-ils jamais été? Moi, il me semble quand même, si on regarde le fond des choses, que le seul pays fort en Europe, c'est la France. On avait une industrie qui est extraordinaire. On est les seuls à avoir un siège permanent à l'ONU. On est les seuls à avoir l'indépendance énergétique avec des centrales nucléaires. Je vous rappelle que l'on vend aux Allemands de l'électricité en dessous du coût qu'il faut pour la produire, avec le dispositif de l'ARENH. Ça a été remis un peu en question, mais c'est toujours le cas. Et c'est les Allemands et par l'Europe et avec Madame van der Leyen qui nous imposent leurs conditions à leur avantage. Tout à fait. Et au bout d'un moment, j'ai bien peur qu'une fois qu'on ne pourra plus revenir en arrière, les Allemands vont se retourner vers les Américains
et ce sera la France qui l'annoncera. Oui, Alexandre Delvalle et Alain vous disent c'est déjà, il y a quelques jours, c'est déjà bien entamé. Voilà. Il y a quelques jours, il y a eu une rencontre avec Trump qui était sur ce sujet. C'est pas la première fois que les Allemands se couchent devant les Américains. Donc en fait, je ne me trompe pas. Moi, il me semble quand même que s'il y a un monsieur depuis 18 ans qui prône la sortie de l'Europe et de ce système, personne n'en parle. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer son nom. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Donc je pense à monsieur Asselineau. Hein. Oui, et il faudrait que tout le monde arrive à comprendre la situation. Alors il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul, mais il est un de ceux qui le premier a dit. Il n'est pas le seul, mais moi, par principe, tous les gens qui font partie du média mainstream, ils sont dans un système de manipulation, c'est des variables d'ajustement, de manière au second tour pour pouvoir imposer le candidat le plus favorable à ceux qui nous dirigent. Et puis je vous rappelle aussi que l'Allemagne est quand même sous le coup des traités de 90, où en principe ils n'ont pas le droit de reconstituer une armée et ils n'ont pas le droit de développer une puissance nucléaire. Et M. Macron est en train de faire exactement le contraire, en passant par des travers à l'heure actuelle, en disant non, mais par la suite, c'est ce qui risque d'arriver. Alain, donc là, pour le coup, oui. Non. Excusez-moi. Bien sûr, non, mais on comprend très bien ce que vous voulez. Je voudrais qu'Alexandre Delvalle réagisse. Oui. Alexandre Delvalle, Alain met les pieds dans le plat. Hein, oui. Il parle vrai, là. Et on voit bien qu'il est convaincu par bien d'assumer ses convictions. Par ce qu'il dit. Est-ce qu'il faut, à un moment donné, envisager une sortie de l'Europe, peut-être pour y revenir? Alors, je pense que les Anglais nous ont donné le baromètre. Les Anglais sont sortis de l'Union européenne, mais ils ont toujours des problèmes avec d'autres institutions qui sont liées au Conseil de l'Europe et à la Déclaration européenne, la sauvegarde européenne des droits de l'homme, etc. Et tout des propositions, des résolutions et des traités et des engagements internationaux qui nous brident en matière de politique migratoire. Il faut déjà sortir des traités qui nous lient et qui nous empêchent d'être souverains en matière de gestion des flux migratoires, parce que le problème migratoire est fondamental. Et ça, c'est encore plus important que de sortir de l'Union européenne. Et je pense que Madame Meloni est assez raisonnable. Elle n'est pas pour l'Italexit, elle aurait pu l'être. Mais elle dit, pourquoi pas réformer l'Europe de l'intérieur, puisque les mouvements souverainistes grossissent. Je pense que d'ici 10 ans, il n'est pas impossible que les grands groupes qui font les lois, qui décident à l'Union européenne, au Conseil de l'Union européenne, ce sera peut-être majoritairement des partis souverainistes. Eh bien, ils pourront faire une Europe différente. Moi, je pense que plutôt que de sortir de l'Europe, mieux vaut faire une Europe différente, mais surtout enlever de nos constitutions ce qui nous bride dans notre souveraineté. Vous procédez par étapes. Tout à l'heure, dans quelques instants, on aura Marc qui nous appelle de Béziers, qui va donner son avis. Est-ce que lui aussi partage l'idée qu'il faut sortir de l'Europe, pas tout de suite ou pas de cette façon-là? Vous nous appelez au 0826 300 300. Alexandre Delvalle, avec qui je débat aujourd'hui du rôle de la France dans l'Europe et dans le monde, est avec nous et répondra à vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Et plus. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Oui, vous êtes sur Sud Radio, il est 13h47 et je suis avec Alexandre Delvalle en train de décrypter, d'expliquer, j'allais dire même de porter à portée des auditeurs cette réalité qui nous ronge et à côté de laquelle on passe sans se rendre compte. On est en train de se faire bouffer, on a perdu notre souveraineté. Le président de la République a beau faire des gestes et des gesticulés, ça change rien. On est dépossédé par rapport aux besoins les besoins qui sont les nôtres pour exister sur la scène internationale. Nous sommes avec Marc, je disais tout à l'heure, qui nous a appelé de Béziers. Est-ce que Marc, vous aussi, vous êtes un peu dépité par rapport au rôle de la France dans le monde aujourd'hui en 2026? Oui, bonjour Perico, bonjour Monsieur Delvalle. Bonjour. Alors oui, j'abonde dans votre sens. D'abord, je voudrais remercier Monsieur Delvalle parce que il a utilisé les mots sur des phénomènes que j'avais identifiés mais que je n'avais pas réussi à formaliser. C'était la différence entre mondialisation et universalisme. Ah oui. Fondamental, oui. Mondialisation, universalisme. Ah ben il y en a qui croient l'un à l'autre. Oui, mais justement, c'est parce qu'on ne les a pas éduqués et ils n'ont pas eu cette nuance entre les deux notions. Parce que moi, vous voyez, par exemple, je suis passionné de l'international, j'en ai fait mon métier. On peut savoir lequel
Dans le commerce international, d'accord. tout simplement. Non, mais c'est très bien, c'est très... Non, mais... Oui. Vous auriez pu être vous auriez pu être diplomate, c'est pour ça que je voulais poser la question. Non, mais j'aurais préféré d'ailleurs, parce que j'aime l'international, mais le commerce était par défaut, parce que j'aimais ça, et l'international, et que donc, il n'y a que le commerce qui s'est présenté à moi. Votre franc-parler fait que vous auriez peut-être pas été un bon diplomate, parce que vous dites les choses telles qu'elles sont. Eh oui. Je ne vous le fais pas dire. Et alors, une petite anecdote, c'est que justement, j'étais à Times Square il n'y a pas longtemps, et je me suis dit, tiens, je vais aller voir l'enseigne, je vais visiter la boutique d'une enseigne que je connais très bien par chez moi, pour voir un peu quelle est la mode proposée. Et puis, j'ai été très étonné de constater que c'était exactement les mêmes articles. Et alors là, je me suis dit, mais la mondialisation, ça profite aux capitalistes. Ça marche. Et c'est pas négatif dans ma bouche, parce que il faut ça pour l'économie. On est bien d'accord. Je me suis dit, c'est la différence entre la mondialisation et l'universalisme dont je suis adepte. C'est-à-dire que si vous êtes à Vancouver, à Sydney, à Vladivostok ou à Canberra, vous trouvez du Chine, quoi, si je comprends bien. Quelques exceptions près, oui. Autant rester au bazar d'hôtel de ville, c'est pas la peine de voyager. Et c'est vrai que les enseignes mondialisées, franchisées, et je vais dans des capitales, notamment à Bruxelles, que j'adore, et je dis, mais est-ce que je suis bien à Bruxelles, ou est-ce que je suis à Madrid, ou à Rome, ou à Londres? C'est l'homme unidimensionnel. Mais en fait, c'est de la banalisation, de la globalisation, elle banalise l'humanité. Mais là où l'Amérique est forte, l'Amérique globaliste... Marc, pour votre témoignage. Oui, là où l'Amérique globaliste est forte, c'est qu'elle a réussi à envahir sans envahir. La Russie, elle est obligée d'envahir avec plein de morts et plein de sang. C'est brutal. Pour asseoir son empire. C'est brutal et c'est sanguin. L'avantage de l'Amérique, en dehors des guerres qu'elle fait pour d'autres raisons, elle n'annexe pas des territoires, l'Amérique. Elle annexe des cerveaux et des consommations. Elle implante dans vos cerveaux des habitudes, des habits, que d'autres, comme Bourdieu, auraient appelé, avec d'autres termes un peu plus scientifiques, l'habitus notamment. Bourdieu parlait d'habitus. Bien sûr. On va intérioriser les normes du dominant par des modes, par de la pop culture. Vous savez, le grand stratège américain Brzezinski, ce qui m'a le plus frappé dans son livre Le Grand Échiquier, que tout le monde cite, il dit, là où nous sommes les plus forts, et ce qui fait que l'Europe ne se réveillera jamais contre nous, nous sommes un empire, l'Europe est un vassal du nouvel empire romain que nous sommes, c'est assez méprisant, et il dit, l'Europe ne se réveillera jamais car nous avons annexé ses cerveaux par notre pop culture. C'est assez impressionnant. Sa conclusion alors, c'est pas exactement les mêmes mots, c'est même encore plus violent. Mais dans mon livre, il y a tout un passage. C'est effrayant de voir le cynisme de ce genre de stratèges qui reconnaissent eux-mêmes que nous sommes des vassaux. Et deuxième condition qu'il dit pour qu'on ne se réveille pas, il dit, il écrit dans les années 90, si nous excitons les Ukrainiens contre les Russes, si nous déstabilisons ce pays déchiré qu'est l'Ukraine, entre russophones et anti-russophones, si nous arrivons à déstabiliser, nous ferons perdre à la Russie la mer Noire, nous ferons perdre à la Russie son accès à l'Europe, la Russie ne sera plus un empire, et surtout, l'Europe sera coupée en deux, et il n'y aura pas ce que nous craignons le plus, l'alliance entre la Russie, l'Allemagne et la France. Paris, Berlin, Moscou. Donc vous vous souvenez, Alexandre Del Valle, quand le président Clinton exhortait les Européens à faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Bien sûr, politique de ce que j'appelle l'hétérogénéisation, ce qu'on appelle l'enlargement, l'élargissement de l'Europe, c'est toujours fait contre le projet européen. Les grands partisans de l'Europe étaient contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, que ce soit Bayrou, que ce soit Helmut Kohl et d'autres encore. Les vrais européistes n'étaient pas pour la Turquie de Bourlange, ils n'étaient pas pour la Turquie dans l'Europe. Ceux qui ont voulu l'élargissement, maintenant au Kosovo, ils veulent élargir au Kosovo, à la Macédoine, que des pays à moitié en guerre civile. Il a même été question du Maroc à un moment donné, je vous souviens. Ah oui, certains. Attali avait fait une note pour M. Mitterrand où il incluait le Maghreb, le Liban, Israël, la Syrie, l'Iran. Il disait même ça ira jusqu'à l'Iran. Ça montre bien que les nouveaux européistes ne pensent pas européen. En fait, ils pensent global. Tout bascule. On dit bien que le rêve visionnaire du général de Gaulle de l'Atlantique à l'Oural, il part du principe que géographiquement, il faudra que la Russie intègre la grande famille européenne quand elle sera évidemment adaptée institutionnellement et politiquement. Ça a failli se faire avec la glasnost et la perestroïka. Le vrai tournant, c'est la chute de Gorbatchev, qui est fait parce que les Américains et les Anglais, les Occidentaux le lâchent. Il avait demandé un emprunt pour redresser le compte de la Russie. On le lâche en se disant le système soviétique va s'effondrer, on va prendre contrôle de ce pays, qui a été vrai. On a Helsinki, sauf qu'à Helsinki, on n'a pas prouvé on n'avait pas pensé qu'après Helsinki, on aurait Poutine. Et oui, et alors il y a 3 Poutines que j'exprime dans mon livre, il y a tout un chapitre là-dessus. Le Poutine 1, il est soviétique, il adore Andropov, c'est un espion, etc., russe.
Le Poutine 2 est très libéral. Il travaille avec Anatoly Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg. Bien sûr. Il fait partie du clan des libéraux. Il travaille avec les marques occidentales. Il commence à s'enrichir secrètement, etc. Il est libéral, capitaliste. Il est pour l'OTAN. Il y a déjà un conseil OTAN-Russie créé en 97. Et donc ce Poutine-là... Il rentre dans les codes. Il rentre dans les codes de la... Il rêve d'Occident. Il fait partie du clan des libéraux occidentalistes. Alors qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est le Poutine donc 2, qui va devenir le Poutine 2 jusqu'à 2003. Le libéral. Et oui. 2003, la seconde guerre du Golfe, Poutine se dit, j'ai tout fait. J'ai été le premier à téléphoner à Bush quand il y a eu le 11 septembre. J'ai tout fait pour se rapprocher de l'OTAN, le Conseil OTAN-Russie. Loyalement. Et loyalement, et même j'ai demandé un reset, une reconfiguration de l'Organisation de sécurité européenne. Et qu'est-ce qu'ils font? Après m'avoir fait dans le dos, c'était pas moi, mais sous Boris Eltsine, oui. le Kosovo, grande humiliation, ce qui était une guerre, entre autres, contre les Russes. En plus, ils font la guerre de 2003, qui est une guerre également indirectement anti-russe. Et les révolutions orange commencent à partir de 2004. Les fameuses révolutions de couleur. Bien et sûr. là, c'est le Poutine 3. C'est le Poutine qui se dit, ils m'ont pris pour un con. J'ai voulu faire un reset, j'ai voulu... nous, on a aboli le pacte de Varsovie, on a voulu faire un effort. Ils ont mis leurs antimissiles à partir de 2007. 2005, c'est George Bush. Et les bases de la CIA, 23 les bases de la CIA, en Ukraine. les bases tournantes de l'OTAN et surtout les batteries antimissiles qui n'a pas été menée à bien, mais qui a été menée à moitié à bien, je l'explique dans mon livre. Comme s'il était encore un ennemi soviétique. Absolument. Bush a voulu mettre, soi-disant, pour protéger la Tchéquie, la Pologne et la Roumanie contre l'Iran. On se demande comment l'Iran menaçait ces pays-là. On a voulu mettre des batteries antimissiles et c'est ça qui a rendu Poutine hystérique, ou plutôt radicalement contre nous, le fameux discours de Munich en 2007. Ça ne justifie rien. La prédation de Poutine en Ukraine est inacceptable et il faut effectivement l'endiguer. Indéfendable. Absolument indéfendable. Aucune ambiguïté chez nous. Mais cela n'empêche pas de dire, on peut faire les deux, on peut condamner cette invasion tout en disant que tout a été fait pour que le Poutine 3, c'est celui-là, avec son dépit amoureux, c'est vrai, il y a une certaine aigreur aussi dans sa démarche, qui n'est pas louable moralement ou psychologiquement, mais on l'a cofabriqué. C'est pas ce que je dis, c'est ce que Kissinger lui-même disait, et George Kennan, le concepteur de la doctrine du containment, l'a écrit noir sur blanc. Nous avons fabriqué une Russie qui deviendra hostile, et ça va travailler à l'intérieur les tendances les plus antidémocratiques et les plus néo-impériales, parce que c'est mécanique la géopolitique. Une fois qu'on est dans un dépit amoureux, on a d'autres avis. Et plus grave pour nous, après 300 000 morts russes grâce à des armes occidentales, ça va être encore plus difficile de ressouder. Moi, je pense qu'il y a une sorte de guerre de 100 ans, une paix armée ou une paix froide ou une paix chaude, peu importe, mais il va y avoir une paix froide, il va y avoir une dissension entre ces deux blocs, très 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 durable, parce qu'après 300 000 morts, on n'a pas les mêmes intentions. Donc, on voulait discuter en 2021, on ne discutera pas dans la même manière en 2026. La phrase du général de Gaulle reste plus que jamais visionnaire de l'Atlantique à l'oral. Vous avez l'air de dire c'est quand même par là, à un moment donné, qu'il faudra trouver le sursaut européen. Oui, mais ça va être très difficile, parce que comme nos armes ont tué des Russes, alors que l'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN et de l'Union européenne, je ne dis pas que c'est ce que je pense, mais pour les Russes, nous avons contribué à tuer des Russes, alors que la Russie n'avait pas agressé un pays de l'Union européenne. On aura l'occasion d'en reparler, Alexandre Delvalle. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Nouvel Ordre Européen post-occidental. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et quant à nous, je vous dis à lundi. Je vous laisse demain avec André Berkoff qui continue La France dans tous ses états. Et on se retrouve lundi pour suivre l'actualité et recevoir vos avis, vos impressions et vos émotions. Merci, chers amis. Bon week-end.